we're going to bring them back to the Stone Ages. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, une seule bombe détruit la ville japonaise de Hiroshima. En quelques secondes, le monde entre dans une nouvelle ère. Depuis 80 ans, une question revient sans cesse. Cette bombe était-elle vraiment nécessaire? Pour répondre à cette question, il faut revenir 24 jours avant ce bombardement fatidique. 16 juillet 1945. À 5h29 du matin, dans le désert du Nouveau-Mexique, les États-Unis réalisent le premier essai nucléaire de l'histoire. Son nom de code, Trinity. Cette phrase n'est pas prononcée au moment de l'explosion. En 1965, Oppenheimer, chef du projet Manhattan, expliquera que ce vers de la Bhagavad Gita lui est revenu en mémoire lorsqu'il repensa à cette première explosion nucléaire. Pendant plus de 3 ans, plus de 130 000 personnes travaillent dans le plus grand secret. Ce projet a coûté plus de 2 milliards de dollars. Jamais une telle entreprise scientifique n'a été menée. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, Harry Truman, qui a remplacé Roosevelt à la tête du gouvernement américain, arrive à Potsdam, en Allemagne, pour une conférence décisive aux côtés de Staline et Churchill, afin d'envisager la suite de la guerre. C'est là qu'il va recevoir un message codé. Le premier essai nucléaire de l'histoire a parfaitement réussi. À partir de cet instant, le président américain possède une arme que personne d'autre ne détient. L'histoire est prête à basculer. À l'été 1945, le Japon est au bord de l'effondrement. Sa marine n'existe pratiquement plus. Ses villes brûlent. Le nouveau commandant du bombardement stratégique américain, le général Curtis LeMay, a renoncé aux attaques de jour car à haute altitude, les vents soufflaient à 400 km/h pour bombarder de nuit à 2000 ou 3000 mètres. Le 9 mars 1945, un raid sur Tokyo a provoqué la mort de 100 000 habitants et détruit une partie de la cité nippone dont les maisons étaient construites en bois et en papier. Au total, le bombardement stratégique provoquera la mort de 500 000 Japonais pour 160 000 tonnes de bombes larguées sur l'archipel, bien loin toutefois du million de tonnes déversées sur l'Allemagne par les Alliés. Dans le même temps, l'aviation japonaise s'avère impuissante. Les voies maritimes sont coupées. La famine menace l'archipel nippon. Le 28 mai 1945, Douglas MacArthur avait présenté les plans d'une opération gigantesque. L'opération Downfall, la chute. L'invasion de l'archipel nippon, après avoir établi un blocus aérien et naval et lancé une campagne intensive de bombardement qui permettrait de détruire les forces navales et aériennes de l'ennemi. Jamais les États-Unis n'ont envisagé un débarquement d'une telle ampleur. Mais les souvenirs d'Iwo Jima et surtout d'Okinawa sont encore bien présents. Ces combats ont coûté près de 20 000 morts américains et des dizaines de milliers de blessés. Les attaques kamikazes ont frappé des centaines de navires. Pour les chefs militaires américains, une invasion des îles principales pourrait être d'une violence encore supérieure. Les estimations font tourner la tête. Pour une campagne de 90 jours, certaines projections prévoient plus d'1 million de pertes, dont 300 000 morts en s'inspirant du théâtre d'opération Pacifique. 348 000 pertes, dont 67 000 morts, en se fondant sur l'expérience en Europe. Et encore, ces chiffres ne prennent-ils pas en compte le tribut que devraient immanquablement payer la marine et l'aviation.
difficile de savoir réellement combien de victimes ce débarquement pouvait engendrer. Les historiens continuent aujourd'hui de débattre de la portée réelle de ces estimations et de leur utilisation dans la justification de la décision. Mais une chose est sûre, au printemps 1945, le Japon n'est pas prêt de capituler. L'interception de plusieurs télégrammes par les services de renseignement américains est formelle. Les Japonais, militaires et civils, continueront la guerre jusqu'à l'ultime limite de leurs possibilités. Seul levier pour Washington, l'intervention de l'URSS sur le front asiatique. À la conférence de Téhéran, fin 1943, Staline avait promis que son pays attaquerait le Japon 3 mois après la capitulation du Reich. Le petit père des peuples espérait bien pouvoir récupérer les territoires perdus par le Tsar en 1905. La guerre devait donc durer assez pour que les Soviétiques attaquent le Japon. La date de l'assaut est fixée au 15 août 1945. 17 juillet 1945. À Potsdam, près de Berlin, les vainqueurs de l'Europe se retrouvent donc une dernière fois. Harry Truman participe à sa première grande conférence internationale. Président depuis seulement 3 mois, il succède à Franklin Roosevelt, mort brutalement en avril. Face à lui se trouve Winston Churchill, remplacé par Clement Attlee, élu Premier ministre britannique le 25 juillet, et enfin, Joseph Staline. Pourtant, Truman arrive à Potsdam avec un atout dans sa manche. Les États-Unis possèdent désormais une arme dont aucune autre puissance ne dispose. Quelques jours plus tard, Truman glisse discrètement à Staline que les États-Unis viennent de mettre au point une arme d'une puissance exceptionnelle. Mais à la surprise des Américains, Staline ne manifeste presque aucune émotion. Truman croit l'avoir surpris. En réalité, grâce aux renseignements soviétiques infiltrés dans le projet Manhattan, Staline connaît déjà l'existence de la bombe. Mais pendant que les Alliés discutent à Potsdam, à Tokyo, une autre bataille se joue. Grâce au programme Magic, les États-Unis ont réussi à déchiffrer plusieurs codes diplomatiques. Washington lit donc une partie des messages envoyés entre Tokyo et ses ambassades, notamment en Allemagne. L'un de ces messages attire particulièrement l'attention. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Shigenori Togo, demande à son ambassadeur à Moscou d'obtenir une médiation soviétique. Les deux pays ont été longtemps liés par un pacte de non-agression, et les dirigeants japonais espèrent alors profiter de la neutralité bienveillante de Moscou. Une vaste partie de poker menteur a débuté, car Staline espère bien pouvoir tirer parti de la chute du Japon, en récupérant notamment l'île de Sakhaline. La guerre doit donc durer assez pour que les Soviétiques attaquent le Japon. Les diplomates de Moscou exigeront d'ailleurs toujours une capitulation inconditionnelle de la part des Japonais. Pour certains historiens, les efforts diplomatiques de Tokyo prouvent que le Japon cherche déjà la paix. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que ces mêmes télégrammes montrent aussi que Tokyo refuse toujours la capitulation sans condition. Le gouvernement espère encore préserver son régime, conserver l'empereur, limiter l'occupation américaine et éviter les procès. Certains hauts dignitaires nippons rêvent même de conserver une partie des conquêtes, notamment la Corée et Taïwan. Autrement dit, Washington comprend que le Japon cherche une négociation, mais pas la reddition exigée par les Alliés à Potsdam. Et cette différence va devenir fondamentale, car négocier la paix, ce n'est pas capituler. Le 26 juillet, les Alliés publient leur dernier avertissement, la déclaration de Potsdam. Le texte laisse cependant subsister une ambiguïté essentielle. Il ne donne aucune garantie explicite sur le sort de l'empereur. Précisément, l'une des questions autour desquelles pourrait se construire un compromis avec les partisans d'une sortie de guerre. Le Japon doit capituler, sans condition, sinon... If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. En réalité, Harry Truman a donné l'ordre d'utiliser la bombe atomique la veille, 25 juillet. Le président américain souhaite mettre fin au conflit et il sait parfaitement que l'usage de cette nouvelle arme va modifier le rapport de force avec Moscou.
Pour lui, les enjeux commencent à se confondre. Terminer la guerre avec le Japon, tout en déterminant dans quelles conditions commencera le monde d'après. Pour Washington, la déclaration de Potsdam laisse au Japon une dernière possibilité. Pour Tokyo, elle est politiquement inacceptable. Et c'est ici que survient l'un des épisodes les plus célèbres et les plus discutés de toute la guerre. Interrogé par la presse, le premier ministre japonais, Kantaro Suzuki, utilise un mot, mokusatsu. Depuis 80 ans, on raconte souvent que ce mot signifie « nous rejetons l'ultimatum ». Mais la réalité est plus nuancée. Mokusatsu peut également signifier « sans commentaire » ou « nous suspendons notre réponse ». Les historiens débattent encore de l'intention exacte de Suzuki. Mais une chose est certaine. À Washington, cette déclaration est interprétée comme un refus. Elle conforte ceux qui considèrent désormais que le Japon ne cédera pas sans un choc supplémentaire. À partir de cet instant, le compte à rebours s'accélère. 6 août 1945, 2h45. L'île de Tinian. Un bombardier B-29 décolle, son nom, Enola Gay. À son bord, une arme que personne n'a encore jamais utilisée en temps de guerre, son nom de code, Little Boy. Pourquoi Hiroshima? La ville présente plusieurs caractéristiques. C'est un important centre militaire et logistique. Elle a été relativement épargnée par les bombardements conventionnels. Les effets de la nouvelle arme pourront donc être observés avec précision. Les responsables américains ne choisissent pas leur cible au hasard. Depuis plusieurs semaines, un comité scientifique, le comité des cibles, étudie plusieurs villes. Kyoto figure d'abord parmi les priorités. Mais le secrétaire à la guerre, Henry Stimson, s'y oppose personnellement. Ancien visiteur de l'ancienne capitale impériale, il insiste sur son immense valeur culturelle. Kyoto est retiré de la liste. Hiroshima devient donc la cible principale. À 580 mètres d'altitude, Little Boy explose. En quelques secondes, la température au sol atteint les 3000 degrés Celsius. 50 000 des 300 000 habitants meurent le jour même. Beaucoup d'autres vont succomber dans les jours, les semaines et les mois qui suivent. Contrairement à une idée largement répandue, Hiroshima ne provoque pas immédiatement la capitulation du Japon. Le 7 août, le préfet de la cité martyre ordonne même aux habitants de retourner travailler. Le Conseil suprême nippon se réunit, mais les divisions demeurent. Certains responsables veulent poursuivre les combats. D'autres souhaitent désormais accepter les conditions alliées. Aucune décision n'est finalement prise. Et c'est ici qu'intervient un événement souvent oublié en Occident. Le 8 août 1945, soucieux de ne pas laisser les États-Unis décider seuls de l'issue de la guerre, Staline accélère son calendrier. L'Union soviétique déclare la guerre au Japon. Quelques heures plus tard, l'armée rouge déferle sur la Mandchourie. En quelques jours, l'armée japonaise, longtemps considérée comme l'une des meilleures formations de l'Empire, sera balayée. Le 9 août, une seconde bombe décolle de Tinian. Sa cible initiale n'est pas Nagasaki, mais les nuages empêchent le bombardement prévu. L'équipage se dirige alors vers son objectif secondaire, qu'il atteint à 11h58. 70 000 Japonais sont balayés en quelques secondes. Pendant plusieurs heures, les dirigeants japonais restent encore profondément divisés. Dans la nuit du 9 au 10 août, devant l'impossibilité du Conseil suprême de parvenir à un accord, Hirohito accomplit un geste exceptionnel. Il intervient personnellement, tranche en faveur de l'acceptation des conditions alliées, sous réserve de la question impériale. Mais les Américains refusent. Pour eux,
Dès la capitulation, l'autorité de l'empereur et du gouvernement japonais sera soumise au commandant suprême allié. La forme future du gouvernement japonais devra être déterminée par la volonté du peuple japonais. La situation est d'autant plus désespérée que les soviétiques sont en train de sonner le glas des espoirs de l'armée impériale et que 1000 bombardiers de l'US Air Force pilonnent l'archipel tuant 15 000 Japonais entre le 10 et le 14 août. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito décide d'intervenir personnellement. Sa voix est diffusée à la radio, une première dans l'histoire du Japon. 深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み非常の措置をもって自局を Il annonce à son peuple l'acceptation de la déclaration de Potsdam. La guerre est terminée. Alors la bombe atomique était-elle indispensable? Je pense qu'il faut absolument répondre à cette question comme un historien. L'analyse des archives ne permet pas d'apporter une réponse simple, parce qu'aucune grande décision historique ne s'explique par une seule cause. Les documents d'époque montrent au contraire une accumulation de facteurs. La difficulté pour les Américains d'envisager une invasion terrestre du Japon qui aurait été meurtrière, le refus japonais de la capitulation sans condition et le jusqu'au-boutisme des dirigeants nippons, la réussite du projet Manhattan, les calculs diplomatiques américains face à l'Union soviétique, la première explosion à Hiroshima, puis l'offensive soviétique du 8 août, enfin l'autre bombardement destructeur sur Nagasaki. L'histoire ne tranche pas toujours, elle nous oblige parfois à accepter une forme de complexité. Mais tenter de comprendre une décision, tenter de se l'expliquer, ce n'est jamais la justifier. Une chose est pourtant sûre, la décision de bombarder Hiroshima puis Nagasaki est le premier acte du monde nucléaire qui est encore le nôtre aujourd'hui.